Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce collège des Bernardins. Donc, je suis Frédéric Louzeau, je suis ici enseignant-chercheur au collège. J'ai été doyen de la faculté de théologie il y a une douzaine d'années et puis j'ai dirigé aussi le pôle de recherche de ce lieu. Lorsque Corinne et Christian m'ont parlé de cette séance de travail sur la DDHU et qu'on cherchait un lieu, évidemment, j'ai proposé le collège. Je crois que c'est vraiment un lieu magnifique. Et surtout, vous dire pourquoi nous avons ouvert ce collège en 2008. C'était une intuition du cardinal Jean-Marie Lustiger. Et l'idée était d'ouvrir dans Paris, dans un magnifique lieu d'histoire et de culture, ce qu'on appelait à l'époque une interface entre l'Église et la société contemporaine. Un lieu de dialogue, voilà, d'échange entre Église et société contemporaine, mais au fond, très rapidement, on s'est aperçu que c'était aussi un lieu d'échange à l'intérieur même de la société. C'est Marcel Gauchet qui nous a accompagnés pendant des années, qui a été titulaire d'une chaire sur l'éducation, qui nous avait fait remarquer que, au fond, on était un des rares lieux en France où des hommes et des femmes d'opinions différentes, d'options spirituelles différentes, pouvaient ici débattre, se rencontrer, échanger, de manière franche, sans intérêt, j'allais dire, à défendre, et que ces lieux étaient devenus très rares, en fait. Donc moi, c'est tout le bien que je nous souhaite pour cette matinée, c'est qu'on puisse, échanger sur des sujets graves, complexes, de manière apaisée. Parce que vous savez que dans beaucoup d'endroits, la polémique a remplacé la raison. Je crois que c'est clair, quand même. Et je ne suis pas sûr que notre campagne présidentielle déroge à cette règle, malheureusement. Sinon, je voulais vous parler puis ensuite je passe la parole à Corinne. Dans ce collège, il y a donc un pôle de recherche, il y a à peu près 200 chercheurs qui, par ailleurs, ont des carrières au CNRS et ailleurs, mais qui viennent ici travailler dans des groupes de recherche. Et parmi ces groupes, il y a une chaire de recherche que nous avons appelée Laudato Si, du nom de l'encyclique du pape François sur l'écologie, et avec un sous-titre pour une nouvelle exploration de la Terre. Alors, cette chaire a été confiée à un historien de l'environnement, le professeur Grégory Quesnay, qui enseigne à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, et qui est l'historien qui a introduit en France cette discipline de l'histoire, qui est née aux États-Unis dans les années 70, qu'on appelle histoire environnementale, et qui consiste, soit autour d'un lieu, d'un événement ou d'une série d'événements, de considérer l'histoire pas simplement comme une affaire entre des êtres humains, mais d'inclure dans les événements historiques aussi des êtres non humains, qui peuvent être le climat, qui peuvent être des animaux, qui peuvent être toutes sortes d'êtres, qui souvent peuvent jouer un rôle décisif en fait dans les événements, et que une histoire plus classique, plus anthropocentrée ne permet pas de mettre en évidence. Donc Grégory est le titulaire de cette chaire, et l'objectif de cette chaire, elle est de faire travailler pendant plusieurs années des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler, c'est-à-dire à la fois des scientifiques du système Terre, des géologues, des biogéochimistes, des écologues, des personnes qui sont en train d'instrumenter et d'observer la mutation de la Terre, ou les mutations de la Terre, de les faire travailler avec des tenants, des professeurs, des chercheurs des sciences humaines et sociales. Et c'est quelque chose de très rare, en fait, vous voyez, d'arriver à faire travailler ces gens ensemble. Donc vous avez des personnes qui réfléchissent notamment à l'avenir de la démocratie ou au renouvellement des entreprises, et qui ne savent rien de ce qu'on découvre aujourd'hui du système Terre. Il y a quelque chose de fou d'ailleurs quand on pense à cette espèce de sectorisation des disciplines. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé pour une nouvelle exploration de la Terre, c'est qu'on estime dans cette chaire que si on veut vraiment contribuer à des nouveaux modèles de démocratie, d'économie, il faut le faire en explorant la Terre. Que nous nous retrouvons finalement dans une situation presque équivalente à celle du XVIe siècle, sauf que la Terre à explorer, il ne s'agit pas d'abord de faire le tour de la Terre ou d'aller sur un autre continent, mais d'apprendre à connaître le lieu, le territoire où on vit soi-même, qui reste très, très mystérieux et très inconnu. Je pourrais donner beaucoup d'exemples qui le montrent, en fait. Et donc c'est pas très raisonnable d'envisager l'avenir de nos démocraties, sans essayer de s'ancrer, en fait, dans une exploration
de la Terre, telle qu'aujourd'hui des scientifiques sont en train de la parcourir et de l'explorer. Voilà, donc malheureusement, j'avais invité le professeur Quesnay pour ce matin, mais il avait un cours à donner, il pouvait pas échapper à ses obligations, mais en tout cas, il est de tout cœur avec nous et je l'ai tenu au courant des différents documents que nous avons déjà partagés et je lui ferai rapport de nos échanges. Merci beaucoup. Merci, merci mon père de nous accueillir dans ce lieu absolument magnifique et j'allais dire magique, qu'est le Collège des Bernardins. Merci à ceux qui vont participer ce matin à la tribune à cette manifestation et à ceux qui vont y participer par vidéo. Dominique Bourg nous a rejoints. Nous attendons Mathieu Ricard et Alain Papot. Je ne sais pas où nous en sommes. Ils sont toujours pas là? Non, oui, mais il avait dit qu'il viendrait de 9h30 à 11h30. Je crois que c'est 9h30 à 11h30. Et Mathieu, normalement, devait être là. Je présente les excuses de Gérard Rabinovitch, qui doit subir une intervention chirurgicale, qui m'a donc envoyé un texte, et donc j'essaierai d'émailler nos propos des indications qu'il m'a fournies. Alors c'est un moment un peu magique, mon père, que nous vous devons, et que nous devons à Khaled Ben Cheikh, Alain Juillet, Catherine Lebris, Christian Hublot et ceux qui nous suivent par Internet, sans oublier nos participants dans la salle que je remercie d'être là, et nos participants par vidéo interposée. J'ai vu que nous avions des amis africains, des amis japonais, et je pense que d'autres vont nous rejoindre pour un moment qui est un moment privilégié dans le tumulte parfois assez nauséabond dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et de pouvoir ainsi, pendant un petit moment, travailler sur ce qui fait notre dignité commune, c'est-à-dire notre capacité de s'écouter, notre capacité de se comprendre, notre capacité d'essayer de résoudre ensemble nos problèmes communs, est quelque chose de vraiment très privilégié, et je dois vous dire que je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir accepté les uns et les autres de vous plier à cet exercice. Alors, il n'y a ici que des amis de la déclaration qui l'ont, pour certains, signé dès l'origine et étaient dès l'origine au Conseil économique, social et environnemental en novembre 2015, lorsque nous l'avons lancé, ou qui l'ont soutenu depuis. Et c'est vrai que ce texte, qui a été pensé par un petit comité de rédaction, dont Catherine Lebris et Christian Hublot faisaient partie, a en fait une portée beaucoup plus importante que ce qu'on pensait probablement quand on l'a écrite. Tout simplement parce que le monde a évolué depuis et que les questions que nous avons soulevées sur le progrès, sur le climat, sur la santé, sur le vivant, sur le non-vivant, sont des questions qui nous ont explosé à la figure, si je puis dire, depuis. Et donc l'objet de cette matinée, il y a un peu de l'arsène. L'objet de cette matinée, c'est de réfléchir autour de deux thématiques. Nous avons discuté entre nous des thématiques que nous pouvions choisir. Et nous avons choisi, d'une part, les rapports droit individuel, droit collectif, devoir individuel, devoir collectif, parce que cette thématique des droits et des devoirs, d'une part, du rapport entre l'individuel et le collectif, d'autre part, est au cœur de toutes nos préoccupations actuelles. Tous les débats qu'on a, par exemple, sur la Covid, c'est jusqu'où la liberté individuelle et à partir d'où les obligations collectives. Sur le climat, c'est exactement le même type de problématique. Donc, il nous a semblé, à nous tous, qui avons réfléchi sur ces sujets, que c'était une thématique qui méritait d'être largement approfondie. Donc, ce sera l'objet, je dirais, des 3/4 de notre réunion à peu près. Et puis, il y a un deuxième sujet que le père Louzot a évoqué dans son propos préliminaire, qui est le rapport avec le vivant non humain et voir les biens communs, qui n'est pas le vivant, mais qui détermine les conditions du vivant, par exemple, effectivement, le climat ou les océans, par exemple. On ne va pas parler des océans, mais enfin, c'est un sujet qui est tout à fait majeur. Voilà, donc
nous avons une matinée qui est vraiment très, très abondante. Alors, j'avais proposé de thématiser un peu autour de ces deux grands sujets, mais je pense que nous allons nous laisser aller un peu au rythme de ce que les uns et les autres ont envie de dire, de manière à avoir quelque chose de très fluide et puis qui permette l'intervention et dans la salle et par vidéo. Alors, je crois que par vidéo, vous devez envoyer des questions à notre amie Julie, qui est là pour les recevoir, donc, et qui nous les transmettra, ou bien vous faites en chat direct, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Sauf pour nos intervenants, c'est-à-dire Dominique Bourg, Alain Papot et Mathieu Ricard, dont j'espère qu'ils vont nous rejoindre, qui eux pourront prendre la parole puisque le lien Internet est prévu pour cela. Alors, avant d'entrer dans le détail, je voudrais simplement rappeler un peu ce qu'il y a dans la DDHU très rapidement. Hein, je ne vais pas relire les articles, mais bon, sur les droits et devoirs collectifs. Il y a d'abord dans les principes, il y en a 3 qui sont concernés. Le premier qui reconnaît la responsabilité, qui est au cœur de tout. Le deuxième qui est la dignité de l'humanité et la dignité de la famille humaine, et qui fait le lien avec les droits de l'homme. Car on retrouve dans la déclaration de 48 la référence à la dignité. Et c'est en toute connaissance de cause que nous avons utilisé ce mot dans les principes fondamentaux de la déclaration, précisément parce que nous voulions trouver des liens précis avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et enfin, le 4e principe, qui est l'équité intergénérationnelle. Parce que, bien évidemment, la question de l'équité, elle est spatiale, mais elle est aussi temporelle. Et la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des générations qui viennent est évidemment un sujet tout à fait essentiel. Et je dirais que, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui considéraient que finalement les générations futures n'avaient pas beaucoup d'importance, que chacun avait réglé ses propres problèmes et que les autres feraient comme nous l'avons fait nous-mêmes, sont rattrapés, si je puis dire, dans la course, puisque c'est les générations présentes qui sont aujourd'hui concernées, pas seulement les générations futures. Voilà, ça c'est les 3 principes de la DDHU qui sont interpellés par le premier sujet. Ensuite, il y a les articles. Alors, les articles, il y en a beaucoup parce que les droits et les devoirs, c'est une déclaration de droits et devoirs, autant de droits que de devoirs. Donc, nous avons dans les droits collectifs le droit au développement, la protection du patrimoine, la préservation des biens communs, la paix et le libre choix de son destin. Et dans les devoirs collectifs, l'effectivité, la préservation du patrimoine, la préservation du climat et des équilibres, l'orientation du progrès technologique dans le sens du bien-être humain, quelque chose de très important, et enfin, l'intégration du long terme, qui est également un élément tout à fait essentiel. Voilà donc comment la DDHU s'est intéressée au sujet que nous allons aborder ce matin. Alors, la première thématique sur laquelle je vous propose les uns et les autres de réagir concerne le passage des droits individuels et des devoirs individuels aux droits collectifs et aux devoirs collectifs. Et dans un deuxième temps, je vous propose de nous arrêter sur quelques thématiques qui pourraient être les générations futures, la responsabilité individuelle et collective, intérêt commun, bien commun, et enfin l'effectivité. Voilà, donc je lance le débat sur la première thématique, c'est-à-dire passage des droits individuels aux droits collectifs, qui, à mon sens, pose la question de la liberté individuelle et pose la question de la dignité de la personne et de l'humanité. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Alain ? Bon, d'abord, avant tout, moi je voudrais remercier, d'abord, Corinne, je voudrais te remercier d'avoir organisé avec le Père Louzot ici au Bernardin cette réunion, parce que d'abord c'est un thème qui est très intéressant. Ça permet effectivement, ça va nous permettre à tous d'approfondir la DDHU. Et puis pour moi qui suis, je ne m'en cache pas, franc-maçon, c'est aussi important de pouvoir se travailler, échanger dans le cadre d'un dialogue avec d'autres,
pour voir que nous sommes tous compatibles à partir du moment où nous sommes capables de nous écouter. Concernant l'individualisme, moi je suis très frappé par cette évolution qu'on a connue depuis plus de 2 siècles au moins, et qui nous amène à un individualisme que je qualifierais de forcené. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les gens ne regardent presque plus qu'eux-mêmes, et en plus, l'arrivée du numérique dans notre vie fait que nous nous trouvons de plus en plus face à nous-mêmes, face à un écran qui fait à la fois une sorte de miroir, hein, et que nous ne voyons de moins en moins de gens, ce qui fait que nous dialoguons presque avec nous-mêmes, hein, ou à travers d'autres, mais qui sont en définitive nous-mêmes, et nous n'arrivons plus du coup à pouvoir échanger autrement que dans une pensée convenue. Donc, et ça me paraît un problème fondamental, parce que si aujourd'hui, dans la DDHU, on montre l'importance justement de l'échange avec les autres dans un but qui est l'humanité, la finalité de l'humanité, la continuité de l'humanité, dans ces domaines, il faut bien reconnaître que la plupart d'entre nous, conditionnés par notre environnement, nous n'en tenons aucun compte. Et nous vivons, ce que j'appelle l'éternel présent. C'est-à-dire qu'on refuse, c'est la civilisation, enfin c'est les modes actuels, hein, le woke, la cancel culture et tout ce qui se passe, où on voit que nous refusons complètement l'histoire, parce qu'on ne veut plus avoir de références qui pourraient nous gêner. On réécrit tout dans une vision déformée de ce qui a pu se passer, avec un but bien précis, c'est d'affirmer la prééminence, même je dirais l'absolutisme, de ce qui se passe aujourd'hui et de notre interprétation d'aujourd'hui, en refusant tout le reste. Et ce qui est frappant dans cette espèce d'éternel présent, c'est que, bien entendu, on refuse d'envisager le futur qui ne nous concerne pas dans ce système de pensée. Et pour aller toujours dans ce caractère individuel, ça me paraît très inquiétant pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'on appelle les GAFAM, hein, appelons-les les GAFAM, même si maintenant ça vient de changer un petit peu avec des changements de nom, quand on voit ces grandes sociétés qui sont en train de travailler sur l'évolution de l'humanité, où on va connecter les hommes à des machines pour les rendre plus intelligents, c'est l'objectif, hein, où on va leur changer les constituants de leur corps en remplaçant par d'autres choses. Et dans ce cadre-là, en définitive, l'idée, c'est on se prend pour le démiurge et on veut créer une espèce d'homme-dieu, comme dirait Vergely. Ce qui est affolant, c'est que derrière tout ça, en définitive, on est en train de s'assurer on nous annonce comme un paradis une vie à perpétuité, ce qui n'est pas exactement la même chose, hein, c'est moins qu'on puisse dire, hein. Et non seulement on nous annonce cette vie à perpétuité, mais en plus, on ne veut pas se rendre compte qu'elle ne va concerner qu'un petit nombre de gens qui auront accès à cette super connaissance par le branchement, et il y aura 2 problèmes. Un, c'est qu'est-ce qui se passera quand on les débranche, parce qu'ils deviendront brutalement idiots, ils redeviendront normaux au niveau de leur capacité. Et de l'autre côté, toute une partie de la population humaine, toute partie de l'humanité ne sera pas connectée, et là on crée les esclaves par rapport à ceux qui ont la connaissance et le pouvoir. Donc je pense que quand on regarde ça et qu'on pense qu'il y a aujourd'hui une bonne partie, hein, des intellectuels, des médias, des penseurs qui trouvent ça génial, on ne peut que s'inquiéter parce qu'on est en train de remettre en cause en définitive l'humanité telle qu'elle est. Et là, pour aller dans ce sens, pour continuer dans ce sens-là, je pense que si on ne met pas en place des règles qui nous rappellent un certain nombre de réalités, et là je reviens à la DDHU, et qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais que nous sommes partie d'un environnement dont nous sommes issus, parce qu'au départ, l'homme, si on reprend les théories d'évolution darwinistes et autres, mais même autrement, il est bien évident que l'homme, il a évolué peu à peu, hein, on est parti de l'eau, hein, a priori. Aujourd'hui, on en arrive à dire que
Hein, les premières créations vivantes sont parties dans l'eau, puis peu à peu ça a évolué, on est arrivé à l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Croire que cet homme est unique, personnellement, m'inquiète prodigieusement. Parce que je crois que l'homme fait partie d'un tout. Fait partie de la nature, hein, cher Spinoza. Et dans ce cadre-là, puisque nous faisons partie d'un tout, il faut qu'on en assume les conséquences. C'est-à-dire que non seulement nous avons un devoir et un droit de chercher à s'élever dans la connaissance, dans l'appréhension des problèmes, dans la compréhension de l'être humain, mais pas seulement du macrocosme et du microcosme, comme dit la table d'émeraude chère aux alchimistes, hein. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on travaille et qu'on réfléchisse à notre environnement. Si on n'a pas de règles, on n'y arrivera pas, parce que chacun est trop individualiste. Et donc, alors, il faut donc le coincer en l'obligeant à appliquer des règles. C'est pour ça que je crois que les réflexions qu'on mène aujourd'hui sont très utiles pour la suite. Bien. Bonjour. Bonjour, chers amis. Je n'ai que l'appellatif de l'amitié pour m'adresser à vous ce matin, à ceux qui sont ici et à ceux qui sont en visioconférence. Et je voudrais dire que je suis venu ici par fidélité à une double amitié. D'abord pour Corinne. Je fais partie de ceux qui étaient au Palais d'Iéna en 2015, donc au Conseil économique, social et environnemental, et je continue. Et puis une fidélité à cette grande maison. J'ai le privilège insigne de faire partie de ce projet Montesquieu et d'autres manifestations qui ont un intérêt certain pour ma petite personne, j'entends. Alors, pour ce qui nous réunit ce matin, et j'ai cru comprendre que pour cette première partie, c'est comment passer de droits individuels à des droits collectifs. Je place les choses dans le sillage de ce qu'a dit Alain Juillet. C'est que je pense que notre humanité passe par un temps fort dans sa longue et lente maturation. On nous dit qu'après le langage articulé et la production du droit, l'écriture, le passage de l'ère mythique à l'ère historique, la machine de Gutenberg, maintenant nous vivons la révolution numérique qui accélère les choses. Et ceci n'est pas sans un effet certain sur l'humanité en tant que telle. Et ceci a donné lieu à deux thèses concurrentes. Heureusement, c'est moi qui souligne, l'une commence à l'emporter sur l'autre. Mais en tout cas, la seconde, qui de moins en moins maintenant a d'écho, est de dire pourquoi est-ce que vous nous cassez les pieds avec cette affaire d'écologie, d'environnement? Faisons confiance à la science d'une manière effrénée, ça a toujours été comme ça. Si la planète Terre est dévastée, en attendant d'aller coloniser d'autres planètes, nous aurons les stations orbitales avec l'oxygène et la gravitation, et c'est ainsi, il est dans l'ordre naturel des choses pour l'humanité de continuer à aller vers le progrès. Quand on leur avait objecté peut-être, mais dans les stations orbitales, il n'y a pas la rose, il n'y a pas le tigre, on avait rétorqué de l'autre côté, mais est-ce bien nécessaire? Et si, l'esthétique a aussi une émotion nécessaire pour l'humanité et la beauté est salvatrice. Je rentre pas dans ce débat philosophico-métaphysique, je dirais comment, de mon point de vue, d'abord de citoyen, en plus de responsable d'une fondation, certes de l'islam écrit avec grand I, la majuscule renvoie plus à la civilisation et aux cultures et non pas aux questions cultuelles ou proprement religieuses. Et je donnerai mon avis aussi comme homme de foi. Les sagesses ou la sagesse de l'humanité, notamment les grandes traditions religieuses, et dans la famille abrahamique monothéiste, il y a cette idée, heureusement de nos jours, qui n'est plus celle où l'homme doit dominer la création, mais plutôt comme quoi
la planète Terre est un cadeau de noces offert d'une manière imagée et romancée au premier couple originel. Et comme tout cadeau, comme tout présent, il y a lieu de le chérir, de le préserver et de le léguer tel un patrimoine important, à la descendance. Et c'est cette idée de préserver ce bien qui détermine le fait que lorsqu'il y a ce manquement à cette idée de sauvegarde, eh bien on est en faute et on doit en répondre. Et je finirai au moins cette première réponse avec cette idée de droit collectif. D'abord, le droit et le devoir sont l'avers et le revers d'une même effigie. On ne peut jouir véritablement de ses droits que lorsqu'on se sera acquitté de ses propres devoirs. Bon, les droits demeurent inaliénables, mais dans une approche responsable, éthique et engagée, il faut toujours s'acquitter de ses devoirs. Et le second point, comme ça il n'y aura pas de troisième, bien l'être humain fait partie d'une grande famille. C'est d'une espèce, si j'ose dire, l'espèce humaine. Et donc, l'égale dignité et le respect de cette dignité humaine d'un seul homme est consubstantiel à la dignité de l'humanité tout entière. Donc on ne peut plus raisonner en approche individuelle, on raisonne tel un hologramme. Bon, on n'a pas Mélenchon ici, mais l'holographie, c'est que le tout se trouve dans la partie ou dans l'approche. Donc l'humanité tout entière est dans l'individu et l'individu concentre en lui l'humanité tout entière. Donc ce passage d'un droit individuel à un droit de l'humanité opposable, comme on l'aurait fait pour les crimes contre l'humanité, les manquements pour les droits aux générations à venir de jouir d'une terre sauvegardée, ceci doit être, on trouve, mais je parle sous l'autorité des juristes, comment on les rend, ça devient contraignant. Et c'est ce passage qui, me semble-t-il, ce matin, à nous d'y réfléchir et de voir comment on va l'opérer. Mon père. Alors sur ce passage des droits et devoirs de l'individuel au collectif, je pense que du point de vue de l'Église catholique, il faut d'abord retourner dans l'histoire, parce que l'histoire du rapport entre l'Église catholique et la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est, comment dire, complexe, moins qu'on puisse dire. Elle est chaotique. Voilà. Donc je voudrais dire un mot là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En gros, entre 1789 et 1944, les différents papes qui se sont succédés ont très profondément et dans des textes condamné les droits de l'homme, la démocratie, la liberté religieuse. Il faut quand même le savoir. Donc. Et ce n'est qu'en 1944, dans un discours fameux au moment de Noël, où le pape Pie XII peu sujet ou peu enclin au progressisme, pour dire les choses gentiment, a reconnu et la démocratie, et l'importance et la dignité de la démocratie et des droits de l'homme. Donc qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, en 150 ans pour qu'on voit que... Vous voyez, ce passage-là, d'ailleurs, est tellement mystérieux pour les catholiques eux-mêmes qu'une partie des catholiques, depuis cette époque-là, ont quasiment fait sécession. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle chez nous les intégristes, les partisans de Monseigneur Lefebvre, n'ont pas fait ce pas et continuent à vivre du rejet de 150 ans des droits de l'homme. Alors, peut-être d'abord revenir, quand on lit les textes des papes de la période dite intransigeante, on s'aperçoit qu'ils ont trois griefs contre les droits de l'homme et la démocratie, pour faire bref. Le premier grief, c'est que la Révolution française ait nié l'importance de ce qu'on appelle la révélation divine, la révélation biblique comme fondement de l'ordre social. Ça, c'était la première critique. La deuxième critique, c'était la critique contre le rationalisme de la Révolution française, voilà, contre cette prétention de la raison à être la seule à pouvoir organiser l'ordre humain ou les ordres humains. Et puis le troisième point de critique, c'est touchait
à la question du peuple ou de la nation constituée comme l'absolu de l'ordre politique et juridique. C'était ça les trois critiques. Et pendant 150 ans, vous retrouvez ces critiques martelées, en fait, par les papes. Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour que, je vous dis, un pape peu enclin à des nouveautés ou je ne sais quoi, le pape Pie XII, finalement, apprécie différemment la démocratie et les droits de l'homme. Je pense qu'il faudrait relire un peu, très très précisément, le discours de 44. Mais ce qui s'est passé, c'est l'affrontement quand même à la fois au régime totalitaire et aux idéologies totalitaires. C'est-à-dire que je pense que ce qui s'est joué à ce moment-là, à la fois pour les régimes de liberté, comme on les appelait, ou les régimes démocratiques, et l'Église, les deux ont muté. C'est-à-dire que le fait de s'affronter à des idéologies qui nient en fait le principe transcendant des droits à la fois de l'homme et de l'humanité, puisque c'est ça, en fait, c'est au fond ce que le nazisme et le fascisme proposaient. C'est un nouveau droit, en fait. C'est un droit dont le point de gravité, le centre de gravité, n'était plus précisément une dignité transcendante des humains et de l'humanité, mais était la race le soi-disant intérêt de la race aryenne ou de la nation italienne, etc. Et ça, le fait d'avoir lutté dans une lutte à mort, quoi, d'avoir pris le risque de mourir. Oui, c'est pas simplement contre des régimes et des tanks et des canons que les démocraties occidentales ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est contre une vision du monde. Et que ce faisant, elle s'était transformée, cette démocratie. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans les décombres de la Deuxième Guerre mondiale, finalement, le nouvel ordre international se construit autour d'une déclaration universelle. Et ça, le pape Pie XII l'a reconnu comme une des choses les plus fondamentales de l'aventure humaine du XXe siècle. Donc c'est ça qui explique, si vous voulez, vous voyez, cette histoire tumultueuse. Voilà, je crois pas qu'on peut dire que l'Église ait beaucoup changé d'avis, mais c'est que tout le monde s'est transformé, en fait, dans cette terrible séquence à la fois des régimes totalitaires et de la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, je pense qu'il faut ajouter dans un deuxième point, pour répondre à la question qui nous est posée, droit individuel, droit collectif, c'est qu'on voit effectivement dans les textes après Pie XII, différentes choses qui montrent que les papes voient bien qu'il y a quelque chose à corriger dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui est, au fond, le problème de l'individualisme dont a parlé Alain. Alors, les documents le font de différentes manières. La première chose qui a déjà été dite par Ralem, c'est que pratiquement dans tous les documents où les papes, au fond, bénissent la Déclaration des droits de l'homme, tout de suite la question des devoirs est mise comme un miroir, si vous voulez, pas de droit sans devoir, etc. Donc ça, c'est une première chose assez classique, mais qu'on retrouve notamment, si vous voulez un jour aller voir le document le plus précis sur ça, c'est une encyclique du pape Jean XXIII, qui s'appelle Pacem in Terris, 1963, où là, vous avez une liste des droits de l'homme, et ensuite, dans la même partie, toute une longue réflexion sur les devoirs. Ça a été une manière, si vous voulez, d'essayer d'équilibrer, en fait, ces questions. Et la deuxième manière qu'ont eu aussi les papes, avant Laudato Si, parce que ça, on en parlera plus tard à propos des générations futures, mais ça a été aussi de reconnaître des droits et des devoirs à des communautés humaines, où au fond, l'individu, la personne humaine se construit. Tout d'abord, c'est pas une surprise de la part de l'Église, les familles. Donc le pape Jean-Paul II, je crois que c'est en 83, fait rédiger une charte des droits de la famille. Vous pouvez consulter, tout ça, donc il y a une demande que... Vous voyez, je vais ensuite le dire un peu plus différemment, mais je crois que dans la pensée des papes, les droits de l'humanité, comme une espèce, ne tiendraient pas non plus s'il n'y avait pas le droit de toutes ces communautés intermédiaires, il faut encore savoir lesquelles et dans quel ordre, s'ils n'étaient pas promus et respectés. Donc d'abord la charte des droits de la famille en 83, et puis en 95, la deuxième fois où Jean-Paul II va à l'ONU, à la tribune de l'ONU, il va défendre le concept de droit des nations, ou droit des peuples, voilà, à disposer d'eux-mêmes, à garantir leur existence, sécurité, etc. Donc ça je sais pas très bien
comment vous allez réagir à cela. Mais je ne pense pas qu'il y ait de droit. Vous voyez, on voit bien, il y a à la fois l'individu humain, la personne humaine, il y a l'humanité tout entière, mais entre ces deux réalités, il y a aussi comme des couches, si vous voulez, comme une pelure d'oignon. Et si jamais ces pelures fondamentales que sont en tout cas famille et peuple ne sont pas assurées de leurs droits et devoirs, je crois que nous perdons la totalité. En fait. Et la grande difficulté philosophique, je trouve, après alors juridique, ça doit être encore beaucoup plus compliqué, c'est d'ordonner ces différentes couches, en fait. Voilà. Merci Père Louzot. Alors il y a Dominique Bourg et Mathieu Ricard qui nous ont rejoints, je les remercie. Par ordre d'entrée en scène, Dominique, si tu veux prendre la parole sur le sujet. Oui, merci Corinne, je salue tout le monde. Alors, je suis vraiment désolé, je l'ai dit à Corinne, j'ai des petits problèmes de santé en ce moment et j'ai les synapses plus en bois qu'en cuivre, hein, mais bon. Voilà, je voudrais simplement revenir un peu à l'amont de la question de l'articulation des droits individuels et des droits collectifs, en rappelant, en fait, j'en suis désolé, mais un peu des banalités. La première banalité, c'est que l'individualisme est un phénomène social. C'est la première chose à bien comprendre quand on parle d'individualisme. Et en fait, par définition, donc c'est un phénomène qui ne change en rien l'ontologie relationnelle, le fondement relationnel de la réalité humaine qui s'exprime par exemple par le fait que, bien sûr, à la fois nos mouvements de pensée, les mentalités sont avant tout des phénomènes collectifs. Et à une échelle plus intersubjective, là je renvoie à un travail philosophique qu'on ne cite plus beaucoup aujourd'hui, mais que je trouve toujours excellent et magnifique. C'était le livre qu'avait écrit Francis Jacques, Différence et subjectivité, où vous pouvez montrer en logicien, si vous voulez, comment effectivement la relation je-tu précède et le je et le tu et les crée. Ce qu'on oublie en général. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur un autre aspect, c'est que effectivement, eh bien, même si l'individualisme est un phénomène collectif, il a des effets anthropologiques qui sont aujourd'hui, je trouve, relativement dévastateurs. Et il s'était rappelé, je crois, tout à l'heure par Alain Juillet, à quel point on était confronté aujourd'hui à une forme d'individualisme extrême. Moi, je voudrais le faire voir au travers de trois phénomènes. Je vais être plus rapide sur les deux premiers, un petit peu plus, je vais développer un peu plus pour le troisième. Enfin, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est par exemple l'indifférence migratoire. Le fait que la Méditerranée devienne un cimetière, la Manche, on n'en est pas très loin, mais ce qui s'est passé il y a quelques jours, et ça dans une indifférence totale, et avec au contraire, comme vous le savez, une campagne électorale assez nauséabonde sur le sujet. Il faut bien distinguer, si vous voulez, l'intégration migratoire et le phénomène humain premier où on laisse des gens mourir. Et évidemment, il y a un feuilletage dans ces réalités et ce feuilletage, on le nie complètement. Au nom d'une refermeture, on laisse mourir les gens, donc avec une espèce d'indifférence au devoir d'humanité dont, en fait, très peu de sociétés ont été porteuses, mais la nôtre, manifestement, elle en fait un point fondamental. Et puis, je dirais que l'indifférence migratoire, eh bien, elle est très proche de l'indifférence écologique. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de bien commun, pour revenir un peu concrètement aux choses, qui fait que d'ailleurs, moi, de mon côté, si vous voulez, les histoires du progrès technique, etc., je pense que franchement, dans les décennies qui viennent, on aura beaucoup d'autres choses à faire qu'à s'occuper de lier notre cerveau à des artefacts. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, simplement pour souligner cette espèce d'indifférence écologique qui nous caractérise, je vous renvoie simplement, parce que j'ai été complètement frappé par ça, par l'étude qu'a publiée Lancet à la mi-septembre, où ils ont interviewé une dizaine de milliers de gens entre 16 et 25 ans de 10 pays, dont l'Inde, le Brésil, le Nigeria, les Philippines. Ce ne sont pas des pays dits riches, anciennement industriels. Et où il ressort de cette enquête que 3 jeunes sur 4 taxent leur avenir d'effrayant. Je pense que, alors déjà, il n'y a pas une période de l'humanité où on vit un moment aussi globalisé, mais en tout cas, que ce soit la jeunesse mondiale elle-même
qui taxe son avenir d'effrayant. Et si vous mettez en relation cette affirmation et puis les résultats de Glasgow, je vous rappelle qu'on s'attend plutôt, et à mon avis c'est d'ailleurs sous-estimé, à une augmentation de 14% par rapport à 2010 de nos émissions d'ici à 2030, alors qu'il faudrait les réduire de moitié dans le pas de temps qui nous reste. Vous voyez bien que c'est une indifférence active, c'est pas une indifférence passive. Et en plus, quand vous regardez la campagne électorale française, c'est un sujet qui est quasiment absent. Et puis, je voudrais évoquer un troisième effet, si vous voulez, anthropologique de cette espèce de surindividualisme qui s'est en fait traduit par la mise en avant d'une logique marchande comme principe absolu, la logique marchande renvoyant à la liberté d'option des individus sur un marché. Et finalement, quand on voit les conséquences en termes d'information de la mise en avant de cette logique marchande, c'est très clair, c'est tout simplement la destruction d'un paysage de l'information commun. Je suis pas un nostalgique de l'RTF, mais quand il y avait quelques chaînes, même une seule à un moment donné, si vous voulez, il y avait un monde commun. C'est-à-dire qu'on pouvait être de droite, de gauche, ok, mais en fait, en gros, sur les faits, on s'entendait. On pouvait diverger sur leur interprétation, mais on s'entendait sur les faits. Or, aujourd'hui, compte tenu à la fois de la multiplication des chaînes commerciales avec une logique de chalandise, en fait, le problème de Fox News, c'est d'avoir des chalands. Si évidemment vous mettez un journaliste de CBS à Fox News, ils vont perdre, si vous voulez, leur auditoire. Pour maintenir cet auditoire, il faut avoir une information caricaturale et en fait, il faut proposer un monde qui n'est pas celui que proposent les autres chaînes. Donc là, il n'y a plus de monde commun. Et si vous regardez en France CNews, on est à peu près sur la même chose. Si vous ajoutez à ça justement, il était question des GAFAM, si vous ajoutez à ça les réseaux sociaux, là, il est clair qu'on est là aussi dans une logique d'un surindividualisme avec une fragmentation totale du paysage commun de l'information, avec un enfermement dans des niches. Et si vous prenez par exemple les algorithmes de YouTube, ils sont là pour décrédibiliser l'information classique, l'information des médias classiques, pour effectivement attirer le chaland vers des vidéos qui parfois sont pour le moins absolument fantaisistes. Or, et on le voit aujourd'hui aux États-Unis, on n'en est peut-être pas très loin en France, mais quand vous avez 75 millions d'électeurs qui continuent à penser que l'élection de Trump lui a été volée, c'est même pas la peine d'aller chercher les autres formes de complotisme, le platisme, le récentisme, les humanoreptiliens, QAnon, et je n'en passe sans doute. En fait, vous avez 75 millions d'électeurs qui sont devenus complotistes. Donc, il n'y a pas de démocratie possible. Et la preuve, c'est que le Parti républicain, évidemment, suit Trump, refuse une enquête parlementaire sur les émeutes du 6 janvier. Et finalement, quand on a écouté les discours de la primaire LR, on est revenu justement sur un certain nombre de fondamentaux en matière de droits humains. Ça, d'ailleurs, très surprenant de la part de quelqu'un comme Michel Barnier, mais il a affirmé ce genre de choses. Donc, on est dans si vous voulez, on est effectivement à un niveau extrême de cet individualisme marchand qui a mis la liberté d'option comme principe cardinal, et j'y reviendrai tout à l'heure quand on parle des biens communs pour essayer de, si vous voulez, d'évaluer les tâches en fait supérieures, on pourrait presque dire, je l'exagère à peine, mais pratiquement de notre humanité. En tout cas, m'inquiète énormément la destruction si vous voulez, d'un monde commun. Il n'y a plus de monde commun. Les médias détruisent aujourd'hui la possibilité même d'un monde commun. Je finirai par cette anecdote. Vous vous en souvenez, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, Fox News avait affirmé qu'il s'était passé un attentat en Suède qui n'avait évidemment pas eu lieu, et Trump avait réagi sur cet attentat en Suède en fustigeant les pays, la vieille Europe, etc. Voilà, ça c'est un exemple très concret du déni d'un monde commun. Et si vous ajoutez à ça le système chinois, et où on a pour la première fois une dictature numérique, c'est relativement
inquiétant. Alors évidemment, dans ce contexte-là, eh bien, la déclaration des DHU effectivement apparaît un peu comme une perle dans une immense marée noire, si j'ose dire, avec mes deux amis que sont Christian et Corinne. Mais effectivement, il n'y a pas de quoi d'être très confiant, j'en suis désolé, dans l'avenir avec l'état où nous en sommes aujourd'hui, sans même parler de planète, je le ferai plutôt tout à l'heure. Et merci de votre attention. Merci Dominique. Mathieu Ricard nous a rejoint, s'il veut bien s'exprimer. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Voilà, moi je suis pas un spécialiste des droits, mais quelques considérations. Je reviendrai plus avant sur les droits des générations futures et les droits des êtres non humains, mais commençons, disons, par cette différence. Donc, vous avez suggéré entre droit individuel et droit collectif. Alors, il est certain que la notion de droit individuel est venue du fait que l'individu ne peut plus être considéré comme un simple instrument. Un si grand esprit qu'Aristote pensait qu'une centaine d'esclaves pour faire le bonheur de 1000 personnes, finalement, c'était acceptable éthiquement, donc nous en sommes plus là. Mais évidemment, cela peut conduire à une exacerbation de l'individualisme, et notamment au fait, par exemple, j'ai entendu une jeune fille sur la BBC anglaise qui disait, pour moi, la liberté, c'est de faire tout ce qui me passe par la tête sans que personne ne puisse y trouver à redire. À cela, William Shakespeare répondait déjà que la liberté sans frein est mariée avec le malheur. Donc, cela n'est évidemment inconcevable. Et donc, les droits collectifs, ce n'est plus basé sur essayer de résoudre des questions d'éthique pour des individus qui existent aujourd'hui et qui peuvent à la fois être conscients de leurs droits, revendiquer des droits et avoir une forme de réciprocité par rapport à autrui, ce qui est généralement considéré comme on ne peut pas avoir de droit sans réciprocité. Mais à partir du moment où on parle de droit collectif, de droit des générations à venir, de droit des êtres non humains, cette question de réciprocité et de temporalité n'existe plus. La notion de liberté, on peut aussi envisager de quoi vient cet hyper-individualisme qui nous pousse à dire finalement j'ai le droit de faire exactement ce que je veux. On peut revenir à ce que disait aussi Gandhi, qui disait que le degré de liberté extérieure dépend de notre liberté intérieure, c'est-à-dire à quel point allons-nous être conditionnés par nos pulsions, par notre animosité, par notre obsession, par notre arrogance, vient de savoir si nous sommes intérieurement ou non l'esclave de nos pensées. Donc cette jeune fille qui revendiquait le droit de faire tout ce qui lui passe par la tête sans que personne n'y trouve à redire, en fait, elle était l'esclave de ses pensées comme les herbes à la surface d'un col qui penchent d'un côté ou de l'autre selon la direction du vent. Donc, c'est évidemment ce type d'individualisme exacerbé mène à des excès qui sont sans limite. Donc, d'où l'idée d'établir des droits collectifs, d'établir la réciprocité et que la limite de la liberté, c'est bien sûr à partir du moment où on commence à nuire à autrui, c'est ce qui est les articles 2 et 4, je crois, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où notre liberté s'arrête lorsqu'on commence à nuire à autrui, que les lois vous interdisent tout, comme disait, je crois, Montesquieu, interdisent tout ce qui nuit à autrui, et sinon on a le droit de tout faire, ce qui n'est pas interdit par cela. Donc voilà, juste quelques petites considérations préliminaires. Et je reviendrai plus avant sur ces... Oui, par rapport à ce que disait Dominique Bourg sur l'article du Lancet, non seulement 75% des jeunes pensent que l'avenir est extrêmement sombre, mais 56% pensent que l'humanité est vouée à la disparition, ce qui est quand même pas très optimiste. Espérons que ça ne se réalisera pas de cette façon. Probablement nous survivrons, mais au prix de quelle souffrance? Et on reviendra là-dessus sur la question des droits des générations à venir. C'est que si, par exemple, nous allons jusqu'à 4 degrés ou 3 degrés même de réchauffement climatique, la population humaine pourrait se réduire de 7 à 1 milliard. Alors on peut se dire, très bien, la question de la surpopulation sera réglée et l'espèce humaine survivra, la planète s'en remettra forcément, mais au prix de combien de souffrances? Et c'est là, évidemment, que la souffrance de l'autre entre en jeu. Et cette notion
disons, de droit universel, c'est, on pourrait dire, le droit de vivre et de ne pas souffrir de manière injuste. C'est peut-être ce qui caractériserait, qui serait applicable de la façon la plus large possible, non seulement à nous autres êtres humains présents ici et aujourd'hui, mais aussi aux générations futures qui ont le droit de pouvoir vivre une vie convenable, des droits passifs, même s'ils ne sont pas encore là, et les autres espèces qui aspirent à vivre et à ne pas souffrir. Et on ne peut pas, on peut pas dire qu'il est juste et moral d'infliger des souffrances inutiles à des êtres sensibles. Voilà, juste quelques considérations préliminaires. Et excusez-moi d'être en retard. J'ai commencé à 3h30 du matin avec un webinaire avec le Dalai Lama sur précisément notre humanité commune en temps d'incertitude. Voilà. Vous, comme ça, vous n'avez pas changé vraiment de thématique. Pardon. Je sais pas, on peut parler que ce qu'on connaît un tout petit peu, même si je suis Mais vous connaissez plein de choses, Mathieu. Bon. Merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, je crois qu'Alain Papeau ne nous a pas rejoints, sauf erreur de ma part. Non, je le vois pas. Catherine, s'il est là? Oui, je suis là depuis une vingtaine de minutes à peu près. Ah ben alors, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Écoutez, volontiers, je ne sais pas si ma caméra fonctionne, mais manifestement le micro, oui. On vous entend. Alors c'est le principal déjà. Principal, je peux On essayer. serait heureux de vous découvrir, mais c'est très bien qu'on vous entende. Non, pourtant, c'est étonnant, mais il semble que la vidéo soit également en action, mais bon, j'essaierai de la rétablir après coup. Alors, Cette SAV, pardon? votre nom, ce qui s'affiche à l'écran, c'est SAV. Non? Ah, Papo? Ah ben alors, j'ai pas vu. Au-dessus, d'accord, ok. Au-dessus de SAV. Mais enfin, en tout cas, on vous voit pas. Mais allez-y, on vous écoute avec la plus grande attention. Ouais, j'ai essayé, je ne sais pas si ça rétablit. Enfin, peu importe. Moi, j'aimerais me placer peut-être de manière relativement neutre, mais en amont, en quelque sorte, des discussions qui ont précédé concernant l'individualisme ou le surindividualisme, et essayer d'en montrer au fond le fondement ou les fondements politico-juridiques, en tout cas pour l'Occident, qui est la seule civilisation que je connais un peu. Alors, d'abord pour dire que le diable se cache peut-être dans les détails, mais quand on prend une définition aussi consensuelle et finalement innocente comme ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui, en la triturant un peu philosophiquement, on se rend compte que si autrui n'est pas là, ma liberté ne s'arrête pas. Et là, on a pour moi le ressort de toutes les difficultés devant lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est que sur le principe, de jure, notre liberté est infinie. Et toute la modernité pense la liberté comme infinie, c'est-à-dire non finalisée, aussi bien qu'il n'a pas de terme, de limite, qu'au sens plus peut-être métaphysique, qui ne connaît aucune finalité naturelle. Nous n'avons plus aucune finalité naturelle. Ça revient au constat fait par Mathieu Ricard ou Dominique Bourg sur la liberté comme absence d'obstacles extérieurs. Et je suis libre pour autant que rien ne s'oppose à ma volonté, quelle qu'elle soit, superficielle soit-elle. Et c'est la définition sur laquelle nous avons construit le droit moderne, qu'on appelle les droits subjectifs. Il suffit de regarder d'ailleurs les avatars de cette notion de liberté infinie pour constater à quel point elle est profondément enracinée en nous. L'idée d'autonomie moderne, l'autonomos, il est lui-même l'auteur de la norme. Donc, à nouveau, nous retrouvons la liberté infinie. La notion de contrat social, comme nous le savons, nous juristes, le contrat n'est que l'échange de volontés réciproques et concordantes, quel que soit le contenu. Il suffit que les volontés soient réciproques et concordantes. Il n'y a donc plus aucune considération du contenu dans la manière de penser le droit aujourd'hui. Nous sommes dans des théories, au fond, procédurales du droit. Conséquence d'une liberté infinie, puisque nous n'avons plus de finalité naturelle, alors la société elle-même est un artefact. Et tout collectif devient un pur artefact. Et c'est pour nous, et ce sera pour nous, dans ce groupe, une question très difficile de savoir, enfin, d'échapper à cette accusation terrible proférée à partir de la liberté des modernes, donc liberté infinie, que l'humanité serait elle aussi un artefact, ou au sens nominaliste du terme, un mot qui connote un ensemble d'individus,
mais en réalité n'existeraient ultimement que ces individus dits individus. Pour le dire en termes plus simples, philosophiquement, nous n'avons plus de zoon politikon, nous avons perdu la notion de vivant politique, nous ne sommes plus naturellement destinés à vivre avec autrui, je dis bien dans la construction philosophico-juridique, et je crois que nous vivons une dissonance cognitive et affective très forte, puisque le discours est celui de la liberté infinie, mais nos pratiques et nos sentiments sont évidemment encore tout à fait indexés ou, si vous voulez, découlant de la notion de zoon politikon, donc cet humain politique, ce vivant politique. Le fait d'avoir une liberté infinie dont l'avatar est l'individualisme nous conduit à la disparition de tout bien commun. Puisque rien ne transcende l'individu, vous ne pouvez plus penser, à partir des droits subjectifs d'aujourd'hui, la notion de bien commun. Vous pouvez penser, comme nous indiquent les économistes, que celle d'intérêt commun peut être une somme optimale des intérêts individuels, mais aucune transcendance, à tout le moins, par rapport aux desiderata des individus. Hannah Arendt a des formules, à mon avis, quasiment définitives sur la question, qui fait remonter malheureusement ce poison de l'individualisme déjà aux théories, disons, modernes, qui reprenaient soi-disant le droit romain, à savoir que la logique qui présiderait dans la politique aujourd'hui est une logique domestique, c'est-à-dire la logique de la domus, de la maisonnée à la grecque ou à la romaine, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie privée, donc anti-agora ou contra la res publica, ça ne regarde pas la politique. Or, c'est bien, quand on parle de privatisation de la société, en réalité, ce n'est pas une privatisation du tout au sens du droit privé, mais c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave, une domestication de la politique, au sens où ce sont les intérêts privés et la logique de la domus, de la maisonnée qui préside à la construction même de la politique, c'est-à-dire qui nie en réalité, ab ovo, je dirais ab initio, toute possibilité même d'un authentique bien commun. C'est pour la raison pour laquelle on a pensé dans la modernité la liberté comme un arrachement, aussi bien aux déterminations naturelles qu'aux déterminations historiques, et pas du tout comme une insertion dans une tradition ou dans un collectif, et encore moins ce qu'on devrait peut-être faire aujourd'hui, une sorte de liberté d'immersion de l'individu, c'est-à-dire qu'il serait redevenu citoyen dans la biosphère, mais cette liberté d'immersion elle-même exigerait alors la reconnaissance de notre finitude, et là je vois évidemment un rôle absolument central des religions ou des spiritualités pour participer, disons, à l'érection d'une notion d'humanité, puisque, au fond, tous les messages de spiritualité sont des messages fondés d'abord sur la reconnaissance de la finitude humaine. La plus essentielle, ou peut-être originelle ou originale, de cette liberté des modernes est l'abandon du monisme âme-corps qui faisait que l'humain, quand il se pensait comme entièrement naturel et entièrement culturel, se pensait forcément comme un être fini, puisque la nature nous indique en tout point que nous sommes des êtres finis. Mais nous savons qu'en Occident, nous sommes entrés dans un système éminemment dualiste, et que par conséquent, l'âme, aujourd'hui le mind ou le spirit, on ne sait plus trop, ou le soul, est censé pouvoir vivre sans nature, d'où les transhumanistes, et cela conduit à un mépris quasiment mécanique de tout ce problème de micro. Est-ce toujours le cas? Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Je sens que personne ne m'entend. Donc, normalement, mon micro devrait être revenu. Est-ce bien le cas? On dirait que non. Donc c'est une plainte qui récemment a été déclarée irrecevable. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette plainte, Greta Thunberg soulignait en fait à 3 reprises que le climat est une préoccupation commune à l'humanité. Donc elle invoquait justement l'intérêt des générations présentes, mais aussi et surtout futures, avec donc en filigrane l'idée d'un destin commun du genre humain. Et pourtant, faute de mieux, les droits qu'elle invoquait étaient en fait des droits individuels, c'est-à-dire le droit à la vie notamment et le droit à la santé. Comme si finalement le climat était l'affaire de chacun, détaché les uns des autres, mais non de tous. Je suis désolée, je crois qu'il y a un petit écho. Il faut couper les micros en fait je pose des personnes qui, voilà, merci, qui sont, que ce soit pas désagréable pour. Donc, pour rappeler un peu les liens entre climat et droits de l'homme, il faut rappeler qu'ils ont suivi des chemins séparés pendant longtemps. C'est-à-dire que, ça on l'a dit depuis le début de la matinée, les droits de l'homme sont profondément imprégnés de la philosophie individualiste, alors que le climat et la protection du climat, comme le droit international de l'environnement dans son ensemble, cherchent plutôt à assurer en fait l'avenir commun de l'humanité sur la planète. Donc c'est vrai que ces sphères respectives entre climat et droits de l'homme n'étaient pas totalement hermétiques. Certains connaissent peut-être la déclaration de Stockholm, qui déjà reconnaissait en fait le droit de chaque individu à un droit fondamental à la liberté et à l'égalité, à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement de qualité. Mais c'est un rapprochement qui était purement déclaratoire. Finalement, il va falloir attendre l'accord de Paris. Et donc, voilà, 2015, pardon. Ça résonne. Merci. Merci. C'est mieux? C'est mieux, merci beaucoup. Donc, merci pour votre intervention. Donc, c'est très utile par ailleurs. Donc effectivement, jusqu'à présent, le lien était déclaratoire jusqu'en 2015 et même dans l'accord de Paris, finalement, ce rapprochement qui a été obtenu de haute lutte reste confiné au préambule de l'accord, c'est-à-dire c'est aussi purement déclaratoire. Donc on a peu avancé. Et malgré un rôle actif, il faut bien reconnaître, des institutions onusiennes, la poussée en fait du climat dans le champ des droits de l'homme est plutôt venue de la société civile, des ONG. Il y a beaucoup d'affaires, je ne vais pas développer parce que Christian Huguelot connaît très bien la question, il reviendra probablement sur la question, mais beaucoup d'affaires relatives au climat font référence aujourd'hui aux droits de l'homme. Et je suis désolée, il y a encore un écho, je crois, mais en fait, il faut couper les micros des personnes qui sont Zoom. C'est fait? Bon, bah. D'accord, merci. Donc, effectivement, le juge suit parfois les requérants dans cette logique, d'autres fois non, notamment en France. Récemment, dans notre affaire à tous, le juge ne s'est pas engagé sur le terrain des droits de l'homme.
Et on retrouve aussi cette tendance au niveau supranational. Donc, on a parlé de l'affaire Greta Thunberg, mais il y a d'autres affaires devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, notamment contre l'Australie, voilà, toujours pour inaction climatique. Et puis, il faut rappeler aussi le recours de jeunes Portugais et puis l'association des aînés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on voit les droits de l'homme sont très présents dans le champ du climat, mais malgré des atouts certains, leur apport est limité. Donc, il ne s'agit pas ici d'affirmer que les droits de l'homme n'ont aucun rôle à jouer dans le climat. Ils sont essentiels ici comme ailleurs. En revanche, ils ne sont pas suffisants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas absorber toutes les demandes, ils ne sont pas taillés pour. Les droits de l'homme, ils ont été pensés pour répondre à certains besoins et ils ne peuvent pas répondre aux défis globaux que pose la crise climatique. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, dans mon intervention. Il y a deux choses en fait qu'il faut bien comprendre sur les droits de l'homme. La première chose, c'est leurs limites temporelles. C'est-à-dire que les droits de l'homme, ce sont des droits qui sont ancrés dans le présent, ils sont pensés pour les contemporains, ils ont vocation à protéger les libertés des individus et ils n'ont pas vocation à protéger les intérêts de l'humanité ou de la nature. Donc finalement, ils font preuve de ce qu'on peut appeler un égoïsme générationnel. Donc ça c'est particulièrement tangible sur la question des changements climatiques, c'est-à-dire sur un plan technique. Il est nécessaire pour que le juge puisse s'emparer de la question que la violation du droit de l'homme soit déjà intervenue. C'est-à-dire on ne peut pas prévenir la prévention, prévenir la violation d'un droit de l'homme. Donc ça a été rappelé à plusieurs reprises, notamment dans des affaires relatives aux essais nucléaires. Par ailleurs, les droits de l'homme présentent aussi des limites spatiales. Donc chacun sait que les conséquences des gaz à effet de serre peuvent se ressentir dans un pays X, même s'ils ont été émis dans un pays Y, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas de frontières. Or, les droits de l'homme, l'État est responsable uniquement des violations de droits de l'homme sur son propre territoire. Et il est vrai qu'à titre exceptionnel, il va pouvoir être tenu responsable de violations commises sur un autre territoire, mais c'est le cas par exemple des territoires occupés, et ce n'est pas une situation qui existe dans le cas des risques environnementaux globaux. Donc un autre problème aussi, toujours dans la question spatiale, c'est que finalement avec le climat, l'origine de la violation du droit, elle présente un caractère diffus. C'est-à-dire que finalement, en fait, la responsabilité de l'État se trouve diluée dans un ensemble. Donc, par exemple, la montée des eaux sur le littoral français n'est pas due qu'à la politique française. Donc ça, il faut bien le comprendre puisque ça a un impact sur un plan juridique. Donc finalement, on constate que la responsabilité en matière climatique, mais plus largement dans de nombreux domaines en matière environnementale, elle présente un caractère indivisible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans l'affaire Greta Thunberg, toujours devant le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Elle avait choisi en fait de poursuivre plusieurs États qui étaient des gros pollueurs climatiques et non pas un seul État. D'où l'intérêt de reconnaître ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les droits de l'humanité. Donc ces droits de l'humanité, on les a souvent qualifiés de droits de l'homme de la troisième génération. Cette dénomination, il me semble, est quelque peu trompeuse, parce qu'en réalité, les droits de l'humanité sont d'une autre nature. C'est-à-dire que sur un plan philosophique, Alain Papeau l'a rappelé aussi tout à l'heure, l'humanité est considérée comme une immense et éternelle unité sociale qui serait liée par la solidarité. Donc, c'est-à-dire qu'elle se compose autant des personnes vivantes que des personnes à naître. Elle est donc intertemporelle. Et puis, elle est interspatiale. Elle regroupe tous les êtres humains. Et d'ailleurs, cela est rappelé dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité de 2015. Et donc, ces droits de l'humanité, ils sont forgés à l'image de leur titulaire. Ils sont eux aussi à la fois interspatials et intertemporels. Donc, ça veut dire que sur un plan juridique, les droits de l'humanité ne connaissent pas les limites des droits de l'homme. Comme ils sont intertemporels, ils vont permettre de prévenir une violation, et comme ils sont interspatiaux, ils vont en fait pouvoir permettre de poursuivre plusieurs États. Donc, pour conclure sur cette question, mais je reprendrai peut-être tout à l'heure la parole sur la question de l'effectivité,
il faut bien comprendre que l'individu n'est pas à la bonne échelle pour répondre aux défis actuels et que finalement, cet humanisme juridique de l'émancipation individuelle doit aujourd'hui être complété par une nouvelle forme d'humanisme juridique, un humanisme juridique de l'interdépendance ou un humanisme juridique de la maison commune, comme Mireille Delmas-Marty l'a appelé. Voilà. Oui, bonjour à tous. Vous allez entendre un tout petit peu de droit complémentaire à ces observations qui ont été faites. Pour moi, il y a 3 problèmes qui se déduisent de la problématique que vous avez soulevée. La première, c'est est-ce que pour les droits de l'humanité par rapport aux droits individuels, n'y a-t-il pas lieu à un passage non pas quantitatif mais qualitatif? C'est un saut qualitatif. Effectivement, ce qui a été démontré il y a quelques instants. Et la preuve, d'ailleurs, est très simple. C'est qu'il existe des tribunaux des droits individuels, il n'existe pas des tribunaux de droits collectifs. Et alors, effectivement, il y a une phrase qui nous est chère à Catherine Lebris et moi-même, c'est celle du professeur Dupuis. Passer de l'homme aux groupes familiaux, régionaux, nationaux, internationaux, résulte d'une progression quantitative. Accéder à l'humanité suppose un saut qualitatif. Dès lors qu'il est franchi, elle doit elle-même jouir de droits, faute de quoi les hommes perdraient les leurs. Et vous avez un écho à cette magnifique déclaration de Madame Irène Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Aucun individu, aucun État ne peut relever ce défi du changement climatique seul. L'environnement connecté avec l'humanité en tant qu'espèce nous fait sentir membres d'une même espèce humaine. Ce sentiment est précisément l'essence de l'humanisme qui me tient à cœur. Je crois que c'est ça le fond du sujet, c'est celui-là. Alors, il y a effectivement la DDHU elle-même s'est préoccupée de cette question, puisqu'il y a un article 16 qui dit les États ont le devoir d'assurer l'effectivité des principes droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d'en assurer le respect. Eh bien, ce ne sont pas les États qui ont fait le franchissement, pas du tout, ce sont les juridictions. Et il y a 2 arrêts absolument fondamentaux et qui relient le sujet. Sur quoi est fondée la grande décision Urgenda, c'est-à-dire cette décision de la Cour suprême de la Hollande qui dit que effectivement le programme de réduction n'est pas suffisant en violation des articles 2 et 8 de la Convention. 2 et 8, c'est le droit à la vie, et 2 et 8, c'est le droit à la vie familiale. Et donc, par conséquent, si vous lisez la décision, vous verrez, la Cour dit à peu près la chose suivante, elle dit, mais ce qui est prévu à l'individu est prévu pour tous les Hollandais aussi. Et donc, c'est une façon d'approcher le problème. Et puis, la décision la plus intéressante, c'est celle de Karlsruhe que Corinne a commentée, qui a été commentée par le professeur Fombostier et d'autres personnes encore. Je tiendrai à la disposition ces magnifiques documents. Émilie Gaillard a commenté aussi. Dans la Cour de Karlsruhe, qu'est-ce qui est dit de façon claire et précise à propos du programme 2030? Bon ben, la loi allemande est suffisamment efficiente, mais malheureusement, dit la Cour, pour la période 2050, eh bien, vous n'avez rien fait, vous avez sacrifié les générations futures. Alors, la dernière chose, et moi je vous pose une question qui est très simple. On parle de droits et devoirs, parce que c'est ça aussi, hein, il y a droits et devoirs. Moi je pose une question très simple. Est-ce que quand on est dans la situation de l'urgence, la notion de droit a encore du sens? Bien. Ben écoutez, merci pour ce premier tour de table. Je vois le temps qui passe, donc peut-être que pour le second, chacun pourrait traiter en 5-7 minutes à la fois la question bien commun et génération future, puisque c'est un sujet sur lequel on va revenir. Je voudrais juste, à titre non pas de conclusion, ce serait d'une extrême présomption, mais peut-être de petite synthèse de ce que j'ai entendu dire, qui me semble quand même que dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité, on a quelques réponses aux questions que vous avez posées. On l'a d'abord dans la définition Perlouzeau de c'est quoi l'humanité. À l'article 9, considérant la responsabilité particulière des générations présentes, en particulier des États, mais aussi des peuples, des organisations intergouvernementales, des entreprises,
notamment des multinationales, des organisations non gouvernementales, des autorités locales et des individus. C'est nous tous. Donc en fait, c'est ce feuilleté, si je puis dire, de niveau de compétence qui aboutit à l'humanité, sachant qu'il y a des, pour reprendre l'expression climatique, des obligations communes et différenciées. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il peut là où il est. Voilà. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Et que deuxièmement, et on va y venir maintenant, dans ce rapport collectif-individuel avec les obligations en regard des droits, parce que vous l'avez tous rappelé, il n'y a pas de droit sans obligation. Sauf que généralement, les déclarations de droit, elles oublient les obligations. Celle-là, elle en fait un impératif et au même niveau que les droits. Au niveau des droits et devoirs individuels, je dirais qu'ils sont, on passe insensiblement de l'un à l'autre, tout simplement parce qu'on a inscrit la DDHU dans la continuité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est le président Costa qui a présidé longtemps la Cour européenne des droits de l'homme lors d'un colloque qui s'était tenu à Strasbourg en 2019, je crois, si ma mémoire est exacte, qui avait dit que c'en était la continuité et le prolongement nécessaire. Tout simplement parce que sans reconnaissance de droits et devoirs de l'humanité, à terme, il n'y a plus de droits et devoirs de l'homme, tout simplement. Et c'est un peu ce qu'on trouve aussi en soubassement d'une vieille décision de la Cour suprême des États-Unis de 2007, que Christian cite souvent, je cite de mémoire, qui reconnaît quelque part que le droit naturel s'impose à la Constitution américaine, ce qui n'est pas tout à fait rien dans l'esprit anglo-saxon, parce que tout simplement, si il n'y a plus d'humanité sur Terre pour appliquer la Constitution, ben il n'y a plus besoin de Constitution, ce qui paraît d'assez bon sens. Donc voilà, on en est quand même, et ça répond indirectement à la question que Christian vient de poser, on en est arrivé à un tel degré d'urgence qu'effectivement, il faut que nous trouvions des solutions juridiques acceptables qui permettent de faire prévaloir à la fois le bien commun et les générations futures, qui sont le double prolongement, quelque part, de ce qu'on vient de dire, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le passage de l'individu au collectif, il se fait dans l'espace, avec les biens communs et la gestion de notre affaire commune, et puis dans le temps, avec le droit des générations futures. Et la manière dont la Cour de Karlsruhe a jugé, bien entendu, la DDHU n'est pas évoquée, mais c'est exactement les principes de la DDHU que l'on trouve dans cette décision de la Cour de Karlsruhe. Donc je vous propose de passer à la deuxième étape. Je ne sais pas qui veut ouvrir le feu sur cette deuxième étape, donc bien commun, génération future. Bien commun, génération future. Bon, bah, tu peux commencer si tu veux. On peut prendre le même ordre de passage. Oui, sur le bien commun et les générations futures, moi je voudrais recommencer, je reviendrai, mais c'est pas parce que je veux revenir en arrière, je reviendrai sur un point qui me paraît essentiel. C'est que au départ, toute société, quelle qu'elle soit, partage parce qu'elle est obligée, parce que ça se crée avec l'histoire, avec les problèmes, avec les conflits, avec l'environnement, il y a un certain nombre de valeurs qui émergent. Et ces valeurs, qui sont un peu différentes selon les zones, selon la géographie, la culture, mais dont on retrouve les bases à peu près partout et dans toutes les religions et dans tous les systèmes de pensée, quels qu'ils soient. Ces valeurs, en définitive, pour moi, c'est celles qui génèrent les devoirs. Parce qu'une fois qu'on a des valeurs bien identifiées, derrière, on comprend que l'intérêt général, le bien commun, fait que on a un certain nombre de devoirs qui sont issus de ces valeurs et qui nous permettent à tous de vivre collectivement ensemble. Donc, pour moi, les droits viennent bien après. Les droits viennent bien, c'est ensuite, les droits ne sont qu'une conséquence, en définitive, oui, les droits sont une conséquence de ce que je viens de dire. Et alors, j'ajoute un point, c'est que on voit que depuis la Révolution française, je reprends ce que disait le père Louzot, depuis la Révolution française, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a vu justement l'émergence d'abord des droits qui étaient affirmés, c'était une nouveauté à l'époque, hein, c'était vraiment une nouveauté, on connaissait les devoirs, on connaissait pas les droits, et puis progressivement, en 2 siècles, ces droits sont devenus exorbitants
on s'est mis à oublier les devoirs et on a complètement oublié les valeurs. Car la société moderne est une société qui est une société sans valeurs traditionnelles, hein, ou fondamentales. Et je crois d'ailleurs que c'est un des problèmes. Enfin là, je peux pas, j'ai des experts bien plus qualifiés que moi pour ça, mais je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles les religions, en général, ont des problèmes aujourd'hui. C'est qu'il y a un certain nombre de pertes de valeurs et donc pertes de références. Alors, ça va très loin parce que quand on parle des jeunes, comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure, et toujours dans l'intérêt du bien commun, la jeunesse, comme dans toutes les époques de l'humanité, la jeunesse, comme tout individu d'ailleurs aussi, a besoin, pour se mobiliser, a besoin d'avoir une espérance. Cette espérance, elle va venir par la foi, elle va venir par justement des objectifs, des objectifs collectifs, par la foi individuelle, mais il va y avoir un ensemble de choses qui vont que l'individu pour atteindre cet objectif, ou parce qu'il croit à quelque chose, a l'espérance d'y arriver, et donc ça crée une motivation, une dynamique. Aujourd'hui, dans cet embrouillamini, on peut dire, dans lequel nous nous trouvons, où les gens, la jeune génération, mais tous les autres aussi d'ailleurs, hein, ont perdu cette notion de bien commun, puisqu'ils ne pensent qu'à eux, donc là on est dans... Hein, ils ne pensent qu'à eux, et d'autre part, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de motivation, puisqu'on n'est pas capable, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de référence, on n'est pas capable de leur donner les valeurs. Alors on arrive à ce qui se passe aujourd'hui, et avec, à la fin de l'histoire, si je peux dire, aujourd'hui, hein, avec à la fin de l'histoire, une opposition, dogmatique, je dirais, hein, une opposition dogmatique qui fait qu'on ne veut même plus écouter l'autre. L'autre, on rejette l'autre, à partir du moment où l'autre ne pense pas comme vous, il a forcément tort. Alors, comment, et je reviens toujours à mon bien commun, comment faire pour amener dans cette situation épouvantable, parce que nous sommes dans une situation à mon avis épouvantable, on comprend un peu les jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir, mais comment leur amener justement une espérance, parce que c'est bien ça, comment leur redonner l'espérance dans un monde meilleur, dans un monde dans lequel ils peuvent contribuer à améliorer la situation par eux-mêmes, parce que dans cette vision un peu décroissante du monde du futur, on oublie les capacités de l'homme. En définitive, on veut régler par des visions scientifiques ou techniques des problèmes que l'homme est capable de résoudre par ses propres qualités. Mais encore faut-il le motiver, encore faut-il l'amener à ça. Et pour le faire, je crois qu'il faut créer un environnement, des règles, dans lesquelles il va pouvoir se retrouver, se ressourcer et surtout se repérer dans ce monde dans lequel il n'a plus de repères. Et c'est là où la DDHU me paraît très importante, parce que la DDHU va lui rappeler qu'il fait partie d'une collectivité, la collectivité humaine, qu'il a des devoirs envers cette collectivité, c'est clair, hein, et qu'à partir de ce moment-là, s'il veut pouvoir continuer à transmettre aux successeurs, parce que c'est bien le fond du problème, hein, transmettre aux générations futures mieux que ce que nous avons reçu. C'est la base même du progrès de l'humanité. Le progrès de l'humanité, parce qu'il n'est pas scientifique. Il est la transmission à chaque génération d'une situation meilleure que ceux qui étaient avant. Si nous n'y arrivons pas, nous avons failli à notre mission. Et donc, cette transmission, cette chaîne d'union, comme on dit chez nous, cette transmission, on ne peut la faire qu'à partir du moment où on a un certain nombre de règles claires. Et aujourd'hui, les règles actuelles avec les droits et devoirs du citoyen, en évacuant la partie collective, en évacuant la responsabilité collective, en refusant de voir un environnement qui a profondément changé, nous entraîne dans une impasse. D'où la nécessité de revenir vers une vision plus collective et vers l'humanité. Merci. Qui veut la parole? Père Louzeau. Lorsque Corinne Lepage m'a posé cette question du droit des générations futures, du point de vue de la religion catholique, de la théologie catholique, j'ai fait une petite recherche dans les textes officiels de l'Église. En fait, c'est très peu présent, c'est présent mais très peu jusqu'à Laudato Si. C'est vraiment à Laudato Si, dans cette encyclique de 2015, qu'il y a tout un ensemble de 4 numéros
qui traite la question de la justice entre les générations. Et donc ce que ce petit passage dit, c'est une affirmation du pape François, il faut inclure dans le bien commun de l'humanité, de toute l'humanité, les générations futures. Donc ça, je pense que ça montre... Alors, c'est bien un saut qualitatif, me semble-t-il, ça je suis d'accord. Et à ce moment-là, le texte indique 3 raisons qui vont rejoindre en partie ce qu'a dit Alain Juillet. Mais la première, c'est que donc inclure les générations futures ou le droit des générations futures dans le bien commun actuel de l'humanité tout entière, c'est pas une option, dit le texte, c'est une question de justice. C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est une question de justice entre nous. Ça rejoint, je crois, finalement une vision biblique, finalement, au fond, nous recevons notre terre, la terre dont nous vivons, nous la recevons d'une génération précédente, mais nous la recevons à titre de prêt, nous la recevons comme un héritier, pour ensuite la transmettre, à la génération suivante. Donc ça, je crois que c'est le premier point qui est indiqué. Je trouve que c'est une affaire de justice. Deuxième point qu'affirme le pape François, c'est que ce qui est en jeu dans cette inclusion des générations futures dans notre bien commun actuel, de toute l'humanité, c'est notre dignité à nous. C'est nous qui sommes en fait en jeu. C'est ce qu'a dit Alain. C'est-à-dire que si nous ne transmettons pas ce patrimoine terrestre, en fait, aux générations futures, ou si nous le transmettons dégradé, c'est nous qui sommes dégradés, c'est nous qui sommes en naufrage, en fait. C'est un naufrage de civilisation, pour parler comme le pape François récemment. Donc, c'est notre âme, je sais pas comment on pourrait dire, oui, c'est ça qui est en jeu. Et la troisième chose qu'ajoute le texte de Laudato Si, c'est que, et ça rejoint ce qu'a dit Dominique Bourg au début, auquel j'ai été très sensible, c'est que, au fond, notre insensibilité aux générations futures, aux droits de générations futures, est l'expression, ou est corrélée, si vous voulez, à une autre insensibilité, qui est une insensibilité actuelle, à la fois aux drames humains, notamment migratoires, et aux drames environnementaux. Donc, en fait, c'est complètement lié, en fait. Et on trouve à la fin de ce passage de Laudato Si une citation, je crois, de Benoît XVI, où Benoît XVI, je vais vous la lire, où il dit que la solidarité intergénérationnelle, donc entre générations, suppose d'abord une solidarité intragénérationnelle, à l'intérieur d'une même génération. Voilà. Et j'étais, pour terminer, très frappé par moi je conseille à tous ceux qui s'intéressent notamment à cette question migratoire, de lire le discours que le pape François a fait à Lesbos ce dimanche. Ça mérite quand même d'être lu. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une ou deux phrases où ça rejoint un petit peu toutes ces choses que je viens d'essayer de bafouiller là. Mais le pape dit, par-dessus tout, si nous voulons repartir, regardons le visage des enfants, il en a sous les yeux, à Lesbos, ayons le courage d'éprouver de la honte devant eux qui sont innocents et qui représentent l'avenir. Et ces enfants interpellent nos consciences et nous interrogent, quel monde voulez-vous nous donner? Je trouve que là, en quelques mots, voilà. Je dirais comme chrétien, c'est une affaire de salut, en fait, hein, de perdition ou de salut, cette affaire-là. Merci, mon père. Avant juste de peut-être passer la parole à Raleb, je voudrais juste lire une phrase du texte que nous a envoyé Gérard Rabinovitch et qui s'inscrit totalement dans ce que vous venez de dire. Il dit les exemples bibliques sont profus qui instancient l'homme en hôte de la terre. Et il parle d'un certain nombre d'obligations. Il dit l'impératif de solidarité transgénérationnelle, comme le récit du vieillard qui plante un arbre dont il ne verra pas les floraisons adultes, mais de même qu'il a pu goûter avec délice aux fruits des arbres que ses ancêtres avaient plantés, il agit à son tour pour que ses petits-enfants puissent en bénéficier, et plus généralement agit-il l'esprit du tikkun olam, la réparation du monde. Voilà. S'il s'inscrit totalement dans ce que vous venez de dire. Oui, très brièvement, puisque le temps passe et nous nous rejoignons ici. Pardon, je voudrais pas apparaître comme un donneur de leçons, mais il est vrai que
la réflexion précède l'action et il faut réfléchir à comment passer du discours incantatoire à quelque chose de concret et de palpable. Mais rappelons toujours cette notion du bien commun, de l'intérêt général, de l'utilité publique en ce qui concerne les États, tout simplement pour sensibiliser des consciences. Parce que aucune nation, aucun peuple, aucune communauté, aucun groupe humain ne change si pris individuellement les membres de la nation, du peuple, de la communauté ou du groupe humain n'entreprend pas un travail de conversion, de métanoïa, auraient dit les Grecs, d'un retour sur l'essentiel. Or, il est temps, dans cette civilisation désormais humaine, unique, dans un monde globalisé, on a une seule famille, la famille humaine, avec le monogénisme, l'unité du genre humain. Le bien commun rejaillit comme un bien pour chaque individu pris isolément. Et là, c'est le travail par l'éducation, par l'initiation et une aspiration à la sagesse, de faire en sorte que très tôt, on enseigne le fait de se départir de l'égocentrisme, du narcissisme, de se croire seul dépositaire des biens, seul détenteur de l'absolu, d'une vision ultime du monde et surtout d'une jouissance personnelle. Carpe diem, carpe noctem, et puis le reste viendra ou pas. C'est cette préparation des individus qui est fondamentale. Deuxièmement, j'ai été très sensible à la parole reprise par Frédéric du pape émérite, de l'évêque de Rome à la retraite, donc Benoît XVI, qui parle de cette solidarité intragénérationnelle et une solidarité, bien entendu, intergénérationnelle. Ceci nous renvoie à cette notion qu'on retrouve pour l'écologie intégrale, mais aussi pour l'humanisme intégral. Un humanisme qui assume tous les héritages des peuples, quels qu'ils soient, a fortiori ceux qui sont chassés injustement de leur demeure par suite à des catastrophes naturelles, à des dérèglements climatiques et aussi malheureusement par les guerres. Parce que on a beau et à juste raison de penser à l'urgence du climat, il y a aussi toutes les catastrophes humaines dues au conflit et à l'incompréhension des personnes. Toujours bon de le rappeler, et citant un pape, celui qui lui a succédé, le pape François, parlant d'un naufrage de civilisation, c'est un mot fort qui nous pousse aussi à réfléchir. Cette notion de bien commun est fondamentale. L'humilité doit être aussi une règle générale. Je finirai cette réponse en faisant un appel, en convoquant Amadou Pateba, ce sage africain qui disait, ou on disait même de lui, que lorsqu'un sage meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et il disait bien à un de ses disciples, lève le pied, tu sais qu'en marchant avec arrogance, tu écrases la fourmi, la brindille d'herbe et le caillou, et tu as là les trois règnes, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. On est aussi dans le monde à la fois sensible et le monde insensible qui constitue à lui seul, sous ton pied, une part, un échantillon de la nature et de ton environnement. Encore une fois, cette notion de bien commun est essentielle. Merci Raleb. Alors on va peut-être, si Alain Papot a son micro qui marche maintenant, lui passer la parole puisqu'il n'a pas pu terminer tout à l'heure. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Avec grande tristesse, ma caméra restera inutilisable. Voilà. On est désolé pour tout à l'heure, mais on vous entendait plus. Si vous pouvez intervenir sur ces sujets bien communs et génération future, je pense que comme Dominique et Mathieu, vous avez beaucoup de choses à nous dire.
Oui, beaucoup de choses, mais en même temps, permettez-moi d'être une sorte de rabat-joie de par la technique juridique, qui est tout de même mon corps de métier, mais enfin, je suis un juriste et un philosophe du droit, et c'est plutôt l'impossibilité de penser un bien commun à partir de la structure moderne du droit qui me pose problème. Évidemment, j'adhère à tout ce qui vient d'être dit en matière d'éducation et autres, c'est peut-être d'ailleurs le levier le plus puissant. Il n'empêche que si nous avons à penser aujourd'hui une notion de bien commun d'un point de vue juridique, afin de pouvoir servir d'ailleurs une déclaration juridique des droits de l'humanité, puisqu'il s'agit de droits, il nous faut quand même partir de ce qui constitue la structure actuelle du droit moderne, à savoir la théorie des droits subjectifs, comme il était montré tout à l'heure d'ailleurs, et l'impossibilité des droits de l'homme à répondre à des questions collectives. Tout le droit moderne, et en particulier les droits de l'homme dans leur interprétation individualiste, empêche de penser une vision